Bonsoir à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bienvenue. Voici les titres de l'actualité ce soir, ce mardi 9 novembre. Avec tout d'abord ce vote ric-rac sur la réforme des collectivités locales adoptée à une très courte majorité au Sénat, la plus faible pour un projet de loi depuis 2007. Les sages du Conseil constitutionnel valident la réforme des retraites. Le texte devrait maintenant être rapidement promulgué. Le PS estime que le Conseil a simplement rempli son rôle juridique. Nous recevrons sur notre plateau le sénateur socialiste Didier Guillaume et Dominique Paillet, le porte-parole de l'UMP. Et puis le chef de l'État, dans les pas de Charles de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, Nicolas Sarkozy a revendiqué l'héritage du général. Que reste-t-il du gaullisme? Deux spécialistes de la période seront sur notre plateau. Deux voix, deux majorités, deux voix seulement pour la réforme des collectivités locales. Le gouvernement a senti le vent du boulet s'agissant d'un texte au cœur des prérogatives du Sénat, mais que beaucoup de sénateurs, y compris à droite, ne portaient pas dans leur cœur. Malgré quelques défections chez les centristes, le soutien au gouvernement a joué, mais tout juste. Tam Tranui. Pour l'adoption, 167 contre 163. Le Sénat a donc adopté. D'extrême justesse, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur les collectivités territoriales sous les applaudissements, les huées et après plusieurs heures de joutes verbales. Tout change, tout va de l'avant, mais c'est une palinodie. C'est ridicule, vous le savez tous. J'ai écouté avec étonnement Jean-Pierre Sueur, car j'avais le sentiment qu'il nous parlait d'un autre texte, d'un autre rendez-vous. Dans l'opposition, on déplore un Sénat écrasé par une Assemblée nationale qui lui a imposé ses vues et une CMP aux allures de mascarade. Radicaux et socialistes se trouvent même des accents gaulliens. Le Sénat, mes chers collègues, a été humilié. Notre Sénat a été piétiné. Notre Sénat a été méprisé. Notre Sénat a été humilié. Mais notre Sénat, je l'espère bien, va se révolter. De son côté, l'UMP est parvenu à ses fins et ce matin, en discussion générale, Gérard Longuet saluait déjà un texte historique. Nous sommes à un rendez-vous historique pour notre Assemblée. Finalement, après 3 heures d'explication de vote, le Sénat a adopté un texte de compromis par seulement 2 voix de majorité, preuve qu'un nombre suffisant de centristes a pu être rallié à la cause de l'UMP, preuve que la majorité au Sénat plie mais ne rompt pas pour l'instant. Plus rien ne s'oppose maintenant à la promulgation rapide par Nicolas Sarkozy de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a en effet validé aujourd'hui l'ensemble du texte. Il a seulement censuré les mesures sur la médecine du travail. Un cavalier législatif sans rapport avec le reste de la loi, selon les sages. Le recours déposé par les socialistes est donc rejeté, mais il s'y attendait. Paul Bouffard. Dernier obstacle à la promulgation de la réforme des retraites, le recours socialiste est rejeté par le Conseil constitutionnel. Le Parti socialiste estimait que la loi portait atteinte au principe d'égalité. De leur côté, les sages la jugent conforme à la Constitution et approuvent notamment l'âge minimum de départ à la retraite fixé à 62 ans. Un soulagement, oui, on peut le dire, parce qu'on n'en a que trop parlé. Maintenant, il est grand temps, eh bien, que cette réforme se mette en place. Pourquoi ? Pour stabiliser pendant un certain temps notre système par répartition. Pour les socialistes, malgré les articles censurés sur la médecine du travail qui n'avaient selon eux pas leur place dans la loi, la déception est au rendez-vous. Il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qui est attendu du Parti socialiste? Est-ce que c'est un appel à manifestation? Les syndicats ont dit ce qu'ils avaient à dire là-dessus. C'est de montrer qu'il y a une autre réforme. Le Conseil écarte les griefs de procédure. Il juge notamment que le président de l'Assemblée nationale n'a pas porté atteinte au débat parlementaire. Enfin, les sages n'ont émis aucune censure sur les articles concernant la pénibilité du travail. Désormais, le président de la République peut promulguer la loi dès mercredi s'il le souhaite. Grève aujourd'hui à Pôle emploi pour protester contre la suppression de 1800 postes et les conditions de travail, suppression de postes décidée pour l'année prochaine, alors que chaque conseiller traite un nombre croissant de dossiers. Entre un tiers et la moitié des agents ont cessé le travail. Pour en savoir plus, allez voir sur notre site internet publicsénat.fr en VOD le reportage Retour sur Pôle emploi, une fusion laborieuse, signé Caroline Delage.
La crise bovine, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, vient de nommer un médiateur, un haut fonctionnaire de son ministère, pour tenter de dénouer la crise qui secoue cette filière. Il a reçu les professionnels aujourd'hui. En attendant, 1500 éleveurs poursuivent le blocage d'une dizaine d'abattoirs du groupe Bigard pour réclamer une revalorisation du prix de la viande. Plus gaulliste que moi, tu meurs. Nicolas Sarkozy s'est mis dans les traces du général en célébrant ce matin à Colombey-les-Deux-Églises le 40e anniversaire de la mort du fondateur de la Ve République. Devant les leaders de l'UMP réunis au complet, avec au premier rang François Fillon, le chef de l'État s'est référé à Charles de Gaulle pour justifier les réformes et même l'hyper-présidence qui lui est souvent reprochée. Patrick Jean-Pierre. Sous la célèbre croix de Lorraine qui domine la dernière demeure du général de Gaulle, Nicolas Sarkozy n'a pas hésité. Il a appelé le fondateur de la Ve République à la rescousse de son action. Quand les gouvernements ne duraient guère davantage que quelques mois, voire quelques semaines, août 1948, l'exigence était moindre pour ceux qui dirigeaient, car cette exigence se dissolvait dans quoi ? Dans ce qu'il faut bien appeler l'irresponsabilité collective. Et notre pays a plus à craindre de l'irresponsabilité collective que de responsabilité assumée. À coup de citation, Nicolas Sarkozy a justifié ainsi sa manière controversée de tenir tête à la rue lors des manifestations contre la réforme des retraites. Et même s'il reconnaît que nul ne peut savoir ce que ferait aujourd'hui le général, le chef de l'État a tout de même souligné certaines de ses déclarations pour répondre aux critiques, notamment sur la course folle aux réformes. Il a toujours su qu'il y avait des héritages intellectuels et spirituels qui nous venaient du fond des âges et que nous ne pouvions pas renier sans prendre le risque de nous renier nous-mêmes. Il a toujours su aussi, le général de Gaulle, que lorsque rien ne change, il n'y a pas d'autre issue que le déclin. Et à la veille de prendre les rênes du G20, Nicolas Sarkozy a su trouver, dans la grande panoplie du général, matière à conforter sa position face à la crise monétaire internationale. Quand il avait dit que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille de la bourse, c'est parce qu'il n'avait jamais attendu que la bourse décide à sa place des mesures nécessaires pour la gestion de l'économie. À sa façon, il appelait à la régulation des forces du marché. Pendant une demi-heure, le chef de l'État s'est ainsi placé dans les pas du général de Gaulle sur d'autres questions comme le tandem France-Allemagne, l'identité nationale ou encore le devoir de mémoire, justifiant ainsi son hyper-présidence. Puis cette phrase du chef de l'État sur le remaniement ce matin lors du petit déjeuner de la majorité. Le temps, c'est le temps, le remaniement, ça vient, mais je ne veux pas agir sous la pression. En ce moment même, le Conseil national du Parti socialiste, le Parlement du PS, est réuni pour valider le nouveau projet du parti sur, je cite, l'égalité réelle. Un texte préparé par le porte-parole Benoît Hamon et qui ravive les divergences entre les différentes sensibilités du parti. Jérôme Rabier. 40 pages, 200 propositions et des mesures qui vont de l'éducation au logement en passant par les discriminations. L'égalité réelle discutée par les dirigeants socialistes est un vaste chantier. Rédigé sous la direction de Benoît Hamon, le texte est déjà critiqué au sein du parti, par l'aile droite notamment, qui dénonce une accumulation de vœux irréalisables. Lorsqu'il y a trop de priorités affichées, il n'y a pas de priorité. Mettre la priorité sur le logement, sur l'investissement dans les transports, sur les priorités accordées aux jeunes, tout cela évidemment c'est une accumulation de promesses. Ça ne peut pas être des engagements financiers. Certaines mesures font néanmoins consensus, comme le droit de vote aux élections locales pour les étrangers et la possibilité de se marier et d'adopter pour les homosexuels. D'autres, comme les 200 € d'allocation pour les jeunes ne partant pas en vacances, ou encore l'obligation d'avoir des places en crèche dans toutes les villes, sont largement critiquées car non chiffrées. Accusé d'imposer des idées de la gauche du parti, Benoît Hamon se défend et reçoit l'appui de sa première secrétaire. Je n'entends personne aux tables des débats dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc quand on parle à l'extérieur, c'est qu'on est ailleurs, sur d'autres postures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 99% du Parti socialiste qui ont compris que les Français voulaient qu'on soit tourné vers eux, qu'on apporte des réponses nouvelles. Le Parlement des socialistes doit maintenant trancher avant que les militants valident ou non le projet en décembre prochain. Une figure du Sénat annonce son retrait ce soir. Robert Badinter, l'ancien ministre socialiste de la Justice, fait savoir qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections sénatoriales en septembre 2011, après 16 années de mandat.
Tout de suite, le débat du 19h. Les réformes votées signent-elles un véritable succès pour Nicolas Sarkozy ? Et avec nous, Dominique Paillet, porte-parole de l'UMP, bonsoir. Bonsoir. Et Didier Guillaume, sénateur socialiste et président du Conseil général de la Drôme. Des réformes qui passent au forceps, on vient de le voir ce soir pour les collectivités locales, ça a été quand même juste, il a fallu rameuter tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une victoire en trompe-l'œil pour Nicolas Sarkozy ? Non, absolument pas. Je vous rappelle que la République a été votée avec une voix de majorité. Et pour autant, elle continue à vivre, à bien vivre. Les réformes de fond, de structure, sont toujours difficiles. Et bien évidemment, elles sont clivantes. Elles sont clivantes entre les deux camps qui s'affrontent en démocratie, c'est normal. Elles sont parfois même clivantes à l'intérieur de ces camps. Et on a bien vu que l'alliance majoritaire sur la réforme des collectivités territoriales, par exemple, a vécu douloureusement la définition du texte. Pour autant, le compromis est intervenu, c'est ça la démocratie, et ce soir, le projet de texte est devenu une loi bientôt promulguée. Vous le vivez de la même façon, Didier Guillaume ? Je crois qu'il a fallu racler les fonds de tiroir, acheter tout ce qui pouvait être acheté. On voit bien que sur cette loi... C'est une image. C'est une image, évidemment. On voit bien que sur cette loi, il n'y avait pas de majorité et qu'il a fallu les contorsions du pouvoir pour imposer cette... Y compris des pressions, je ne sais pas, vous en parlez, certains de vos collègues, parce que comme il y a des sénatoriales à venir, on peut toujours... Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de pressions, des choses promises. Je n'en sais rien, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, cette loi a été votée avec 2 voix de majorité, dont Gaston Floss et, ce qui ne se fait jamais, le président Larcher lui-même qui a voté. C'est dire si la majorité était aux abois. Ça ne se fait jamais que le président de séance vote. Et puis surtout, une loi qui est combattue dans les rangs de la majorité. Dominique Paillet le disait, ce qui montre bien que imposer au forceps un conseiller territorial hybride, imposer au forceps des compétences des collectivités locales qui ne tiennent pas debout, je pense que cette loi, il faudra y revenir. Majorité aux abois, dit Didier Guillaume. Non, je crois que Didier Guillaume est dans son rôle. Il est dans l'opposition, il a besoin de minimiser le vote d'aujourd'hui. Mais cette loi vient d'être votée, la majorité en a largement débattu, je vous le concède. Il y avait des dissensions internes à cette majorité, mais pour autant, le texte a été voté et il sera avec appliqué. les retraites, victoire législative, là, effectivement, le texte sur les retraites va être promulgué, mais on a l'impression que ça laisse des traces de mécontentement, d'amertume, qui risquent demain de se traduire par un effet boomerang dans les urnes. Encore une fois, si au Sénat, la loi sur la réforme territoriale n'avait pas suscité des débats aussi âpres que ceux qu'on a connus, c'est que le Sénat n'aurait pas joué son rôle. Le Sénat est le représentant des collectivités territoriales. Il est évident que lorsqu'on change l'architecture de ces collectivités territoriales, qu'on met un peu d'ordre et de cohérence dans le fonctionnement des régions et des départements, qu'on adopte un mode de scrutin unique, qui est un mode de scrutin qui va rapprocher l'élu de l'électeur, cela pose un certain nombre de problèmes à ceux qui se complaisent dans un conservatisme tout à fait logique. Sur un plan politique, est-ce que ces réformes qui viennent d'être votées sont de nature à faire rebondir Nicolas Sarkozy qui est au plus bas dans les sondages? Je vous le dis. Est-ce que ça suffit? Je vous le dis. Nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous en 2012. Ces 2 réformes, comme d'autres, seront à ce moment-là mises au crédit de Nicolas Sarkozy pour une raison très simple. C'est qu'elles auront été opérationnelles et on aura pu en mesurer les effets positifs. La réforme qui a été votée cet après-midi ne sera pas opérationnelle en 2012, puisque 2014, voire même 2015 pour assurer. Vous faites et les retraites, vous avez bien concédé que c'est fini aujourd'hui. Les retraites, c'est fini. Voilà. La loi s'appliquera, mais là encore, il y a des décalages. On sait très bien que cette loi n'est pas financée, que si la gauche devait revenir au pouvoir, nous reviendrions sur cette loi, et notamment sur le taquet de 65-67 ans. La loi de cet après-midi sur la réforme territoriale, il y aura 2 autres rendez-vous. Il y aura le rendez-vous des élections cantonales de mars prochain et le rendez-vous des élections sénatoriales de septembre 2011. Parce que les élus locaux que nous rencontrons les uns et les autres, et vous le savez très bien, ne sont pas favorables à cette loi. Non pas par conservatisme, non pas pour ne rien vouloir changer. Tout le monde disait on peut clarifier les choses. Mais imposer au forceps un élu hybride qui sera à la fois à la région, au département, qui n'aura plus vraiment d'assises locales fortes, imposer des compétences et surtout
supprimer la clause générale de compétences pour les régions et les départements. Lorsque l'on bride les collectivités locales, on bride l'économie, on bride l'innovation. Les collectivités locales, c'est 77% de l'investissement public. Eh bien demain, ça sera moins. Alors, sur un plan, encore une fois, politique, on a vu tout à l'heure un sujet sur le projet du Parti socialiste qui est critiqué au sein même du PS. Est-ce que vous ne perdez pas des occasions en ce moment de proposer des alternatives véritablement crédibles ? Vous savez, lorsqu'on a perdu 3 élections présidentielles consécutives, il faut un certain temps pour se remettre et nous avons connu les divisions du Parti socialiste. Aujourd'hui, le Parti socialiste est au travail. Il est intervenu sur plusieurs sujets. Il est vrai que celui-ci, moi-même, je suis en critique sur le texte qui est présenté aujourd'hui. Je pense qu'il n'est pas assez crédible, qu'il faut être crédible aux yeux de l'opinion publique, que nous sommes dans une situation... Donc vous allez donner des armes à... Mais les armes, on se les donne tous les jours. C'est pas ça la question. Politiques. Ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, on voit bien les difficultés de la politique en général. La majorité n'est pas au mieux et le président de la République est dans une situation difficile. Et l'opposition essaie de se reconstruire. Et en se reconstruisant, effectivement, il y a parfois des divisions, le moins possible. Parfois, des sujets qui nous opposent. Il faut essayer de faire la synthèse. Et je pense que dans un an, les socialistes seront à même de présenter une synthèse globale qui soit crédible, qui soit financée, qui propose une alternative au pays. Vous le craignez, ça Alors, je ne le crains pas, je le souhaite. Le débat démocratique, c'est la confrontation des idées à travers des projets différents. Nous avons, nous, à notre actif, un bilan que nous valoriserons le moment venu, et le président de la République, s'il est à nouveau candidat, présentera son projet pour les 5 ans qui vont suivre. Et donc j'espère qu'en face, il y aura un contre-projet ou un projet différent présenté par l'opposition, ne serait-ce que par le Parti socialiste, de manière à ce que nos concitoyens puissent choisir en toute connaissance de cause. L'essentiel, c'est que les choix soient faits en se fondant sur une connaissance très réelle de ce qui sera fait à partir du moment où vous êtes au pouvoir. Alors, Sarkozy gaulliste, on l'a entendu aujourd'hui. Est-ce que cette référence à un passé qui est tout de même ancien peut servir le chef de l'État aujourd'hui? Ça paraît un peu décalé. Écoutez, je suis le moins bien placé pour traiter du gaullisme. Je l'ai toujours combattu, et même si aujourd'hui je reconnais, comme beaucoup, vous venez comme au plutôt parti, de la famille centriste et je viens d'ailleurs du chrétienne. PSU au départ. Ah bah voilà, vous avez fait du chemin, mais comme nous. Mais je pense que même si on n'est pas gaulliste dans l'âme, même si on n'a jamais porté au nu la personne et les idées du général de Gaulle, on doit malgré tout aujourd'hui reconnaître qu'il a eu des décisions et un passage très largement positif. Il a besoin de Gaulle pour se relégitimer comme hyper-président. Nous sommes dans un pays où la mémoire collective est heureusement vivace, où l'histoire compte et où la référence à des grands hommes, quels qu'ils aient été, est essentielle. De Gaulle a marqué les esprits, je crois que tout le monde peut le dire. Il a même été idolâtré par un certain nombre de générations, car c'est quand même celui qui nous a, au sortir de la guerre, permis le développement que nous avons connu, en tout cas les générations précédentes. Ouais. Il est légitime qu'on rappelle à la population ce qu'il a fait et qu'on se raccroche à son action positive. C'est, je le crois, une manière de dire le projet que nous menons s'inscrit dans l'histoire. Comment vous prenez cette journée de commémoration et surtout de référence de Nicolas Sarkozy? La journée de commémoration est respectable. Le général de Gaulle, ça vient d'être dit, a été un grand homme politique, celui qui a libéré le pays ou qui a contribué à le faire. Il faut le respecter. Je n'ai jamais été gaulliste pour avoir toujours été socialiste, mais 40 ans, je pense que la commémoration doit se faire. Par contre, que Nicolas Sarkozy fasse croire aux Français qu'il est lui-même gaulliste et qu'il prend les habits du général de Gaulle, ça fait éclater de rire la France entière. La façon dont Nicolas Sarkozy gère la France aujourd'hui, c'est l'inverse du gaullisme. Il a transformé la Ve République, voulue par le général de Gaulle, en une république hyper présidentialisée, où le gouvernement ne sert plus à rien. Beaucoup de gens se posent la question, mais qui va être le prochain Premier ministre? Mais Emmanuel Kessler, je vais vous le dire, je le sais moi, le prochain Premier ministre. Ah. Le prochain Premier ministre, c'est Nicolas Sarkozy, évidemment. Ouais. Et il sera c'est qui le prochain Premier évident. Ministre? Peu importe le nom qui sera donné. Écoutez, moi je ne lis pas dans le mar de café. Je pense effectivement qu'avec le raccourcissement du mandat présidentiel et l'inversion du calendrier, la Ve République a changé de nature. C'est ce que dit Didier Guillaume, mais donc c'est plus celle du général de Gaulle. C'est plus celle du général de Gaulle. Ce n'est plus celle du général de Gaulle, mais c'est une République qui fonctionne et qui est adaptée au temps moderne. Merci en tout cas à vous deux. On va regarder ce que pensent nos téléspectateurs et internautes des sites publicsena.fr et nouvelobs.com. Vous sentez-vous gaulliste? Vous voyez, c'est
pas tellement. On va regarder les chiffres tout de suite. 21% de oui, c'est le dernier pointage. Non, 23%, c'est monté un tout petit peu avec près de 600 votants. 70% de non. On a du mal encore à se sentir gaulliste aujourd'hui. On va revenir sur l'héritage gaulliste avec un nouveau débat tout de suite dans ce 19h. Merci à vous Didier Guillaume, Dominique Paillet. Merci. Nos invités, Jean Garrigue, historien, spécialiste de l'histoire politique contemporaine, et Alexandre Duval-Stala, qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, quelques réactions justement à cette journée de commémoration recueillie ici au Sénat. Nous sommes tous quelque part un peu gaullistes, de la même manière par exemple qu'à droite. On se réclame aujourd'hui de la pensée de Jean Jaurès, de Léon Blum, qu'on en reprend un certain nombre d'aspects. Pour les hommes de gauche, il y a une petite part, cette fibre à la fois nationale, puis en même temps sociale, qui était chez le général de Gaulle. Quelque part, nous aussi, nous la revendiquons. Je crois que l'on ne peut absolument pas comparer. Pour nous, il y a des différences fondamentales entre l'action menée par le général de Gaulle, et finalement le président de la République qui piétine son opposition. J'ai du mal à me dire que je me sens gaulliste, tout simplement parce que je suis d'une génération postérieure, née en 1960. C'est vrai que la vie politique incarnée par le général de Gaulle évoque peu de choses en ce qui concerne, n'ayant pas vécu personnellement cette période. Personne n'a le droit de dire « je suis l'héritier du général de Gaulle » ou « je fais ce que le général de Gaulle aurait fait ». Personne ne peut le dire parce que ça n'est pas vrai. Le général de Gaulle n'est ni la droite ni la gauche, il appartient à personne. Pas plus à la gauche qu'à l'UMP qu'à quiconque. Il appartient au peuple. Deux observateurs experts du gaullisme avec nous. Alors, Jean Garrigue, Les scandales de la République, c'est votre dernier livre, de Panama à l'affaire Clearstream, chez Nouveau Monde, en poche. Et Alexandre Duval-Stala, vous êtes avocat, spécialiste en droit des entreprises et en droit pénal. André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende, une biographie croisée chez Gallimard. On va les voir sur l'écran. Mais vous étiez aujourd'hui à Colombey, Alexandre Duval-Stala, l'ambiance que vous avez ressentie? Écoutez, il y avait une première ambiance qui était une séquence émouvante, qui était effectivement ce petit village de Colombey sous une pluie fine, avec tout le peuple tel qu'il devait être il y a 40 ans dans Colombey, autour de l'église et autour de la tombe du général de Gaulle. Et puis il y a une autre séquence plus politique avec le discours du président de la République. Mais il y avait en tout cas, ce qui était très intéressant, c'était de voir tous ces cars qui venaient avec plein de gens de différentes conditions et qui vraiment Alors comment vous expliquez que ce pèlerinage de Colombey soit toujours aussi présent dans l'actualité politique et finalement quand même dans une forme de mémoire collective, même si on en... Il y a toujours eu un pèlerinage important à Colombey, à commencer par les obsèques du général, où on se garait à des kilomètres pour venir spontanément donner ce recueillement précisément du peuple, puisqu'on a parlé de l'appel au peuple, c'était très important. Donc il y a une vraie dimension populaire du général, et il y a un mythe surtout. Il y a un mythe gaullien qui s'est constitué du vivant du général, et qui aujourd'hui a contribué à une légende. C'est-à-dire qu'au fond, on ne pense pas totalement l'action politique du général de façon objective. On a une légende du général. Ça peut être un élément d'ailleurs de consolidation, de quelque chose de très positif pour la société française. Donc on a besoin de s'y référer au-delà même de la réalité de ce qu'a été son action ou sa pensée. Vous êtes d'accord, Alexandre Duval-Stala ? Oui, je crois que effectivement le gaullisme appartient un peu, enfin le général de Gaulle appartient à l'histoire. Charles Pasqua disait qu'il n'appartenait à personne. Je pense qu'il appartient à l'histoire. Mais est-ce que ça signifie quelque chose aujourd'hui? Je dirais au-delà de la légende, la référence à un homme qui a libéré la France. Est-ce qu'il y a des idées gaullistes aujourd'hui, ou est-ce que le gaullisme ce n'est rien, ce n'est plus rien en 2000? Le gaullisme, ce sont des principes. Lesquels? Ce sont quelques principes très. Deux ou trois comme ça. Alors c'est un principe de rassemblement. C'est très important, un principe de rassemblement du peuple, quel qu'il soit, et je dirais à l'écart des élites. Car tout le discours du général de Gaulle, tous les discours du général de Gaulle sont des discours qui opposent le peuple aux élites. Et l'homme qui saura rassembler le peuple, tout courant confondu, toute idée, toutes obédiences confondues. Ça, c'est très important. Oui. Deuxième idée, c'est l'idée de la grandeur. La grandeur, la France n'est rien sans la grandeur. C'est une nostalgie dans une France, dans la mondialisation aujourd'hui. Ça peut être une nostalgie, mais c'est un objectif, c'est une mission.
qu'on peut retrouver peut-être dans le discours de Dominique de Villepin à l'ONU il y a quelques années. Mais pas seulement, d'ailleurs, dans le désir de la part de Nicolas Sarkozy d'être l'homme qui compte en Europe et l'homme qui compte dans le monde. Et puis un troisième principe qui est celui de la volonté, du volontarisme en politique. Et ça, c'est un principe très important, un principe moteur dont un certain nombre de nos hommes politiques, y compris d'ailleurs Nicolas Sarkozy, ont essayé de s'emparer, de récupérer cette idée. Vous êtes d'accord avec cette définition, ces principes du gaullisme, ou vous avez une... D'abord, il y a effectivement une comparaison qui est bien évidemment à l'avantage du général de Gaulle et ce qui montre aussi le vide abyssal de la comparaison pour les dirigeants qui l'ont suivi. Donc ça, c'est jusque vrai. et y compris Nicolas Sarkozy, selon vous? D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. C'est vrai qu'il profite de l'ombre du général de Gaulle, mais à aucun moment il n'a dit qu'il était le général de Gaulle bis aujourd'hui. Donc il faut au moins lui reconnaître cette honnêteté-là, même si, comme tous les hommes politiques, Jacques Chirac avant lui, même François Mitterrand ont essayé de récupérer l'ombre du général de Gaulle. Maintenant, je pense que ce qui est important, si on parle du général de Gaulle, c'est qu'effectivement, c'est l'alliance de trois choses. Une éducation, et ça, c'est vraiment un intellectuel dans l'action. C'est un caractère, et ça, Dieu sait s'il avait du caractère. Et ensuite, c'est une certaine idée de la France qui est fondée sur un réel humanisme, c'est-à-dire que l'homme est primordial, la seule querelle qui vaille, c'est l'homme. Et je pense que cette alliance de ces trois choses qui fait en sorte qu'il est à la fois pas un théoricien ni un idéologue, et d'ailleurs il serait difficile de le faire parler aujourd'hui, et en même temps très pragmatique pour justement toujours servir cette grande idée, cette grandeur, c'est sûr. Justement, vous qui vous êtes intéressé au scandale de la République, est-ce que le climat moral sous la période de gaulliste, celle où il a été chef de l'État, était meilleur qu'aujourd'hui où on va se multiplier les affaires? Est-ce qu'il y avait vraiment une intégrité dans la pratique du pouvoir qu'on ne trouve plus aujourd'hui? Exactement. Aucun rapport avec... Le général de Gaulle s'est toujours défié des groupes d'intérêt, quels qu'ils soient. Il a eu des relations même très tendues. Vous êtes sacrément gaulliste, hein? Même pas. Il a eu des relations... gaullistes, nous le sommes tous. Je ne dirais pas que j'appartiens à la famille gaulliste. Mais simplement... Voilà, parce qu'on parle tellement des affaires aujourd'hui qu'on a envie de se dire... Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'affaires, ou quasiment pas. Peut-être qu'elles étaient étouffées aussi, ou peut-être qu'il y avait des choses qui étaient faites par d'autres. Il s'est passé des choses, notamment qui concernaient les scandales de promotion immobilière, mais c'est venu après le départ du général de Gaulle. Il y a une morale quand même qui était imposée. On connaissait la défiance, je l'ai dit, du général vis-à-vis des élites, vis-à-vis notamment des élites de l'argent, vis-à-vis de l'argent lui-même, dont il était comptable. On sait très bien qu'il finançait tout ce qu'il dépensait à l'Élysée, était scrupuleusement référencé, noté, et tout ça était un climat très différent du climat que nous connaissons aujourd'hui. Alors ça peut être une source de référence pour aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'il avait, il payait, tout le monde sait, qu'il payait cette consommation d'électricité à l'Élysée, qu'il avait un rapport à l'argent il ne considérait pas que l'argent était une valeur. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a une vraie différence entre le président actuel et puis le général de Gaulle. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de voir qu'il avait pour l'État une autre idée de ce qu'était l'État, et notamment lorsqu'il doit un jour décider si les partenaires sociaux seraient seuls à gérer le système de retraite. Il dit non, il faut que l'État soit là parce que l'État représente l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, on considérait que c'est actuel. Finalement, vous nous démontrez une certaine forme d'actualité du gaullisme. Dans la réalité, peut-être pas toujours, dans l'ambition, en tout cas, certainement. Merci à vous, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. On va revoir les livres que vous avez publiés. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, chez nos amis d'LCP Assemblée nationale, un documentaire sur l'enfer, pas de l'Élysée, mais de Matignon, avis aux prétendants. Merci à tous, bonne soirée. C'était il y a presque 2 ans, le 24 janvier 2009, la tempête Klaus ravage le sud-ouest de la France. Le bilan est terrible, 11 morts, 500 000 sinistrés, plus de 200 000 hectares de forêts détruites. Au total, les dégâts sont évalués à près d'1 milliard d'euros. Près de 2 ans après cette catastrophe, Public Sénat a voulu retourner dans les Landes, le département le plus touché avec plus d'1 tiers de la forêt détruite. Comment les Landais s'en sortent-ils aujourd'hui? L'État a-t-il tenu toutes ses promesses? Comment reboiser cette forêt, la plus grande forêt exploitée d'Europe? Retour sur La forêt des Landes, jeudi à 18h sur Public Sénat.
Bienvenue à chacun de vous. Bibliothèque Médicis fait sa vraie rentrée pour cette nouvelle saison. Cette émission aura un tour singulier. D'abord, Michel Houellebecq, l'un des plus grands romanciers d'aujourd'hui, en tout cas les plus connus. Chahuté, controversé, admiré, Houellebecq s'en fiche. Il écrit. Avec son roman La carte et le territoire, publié par Flammarion, Houellebecq confirme qu'il est un grand écrivain avec lequel il faut compter, toujours pessimiste, mais à mon avis un peu moins, toujours cynique, mais un peu moins, toujours provocateur et indifférent, mais un peu moins. Nous allons avoir l'occasion de faire mieux connaissance avec vous, Michel Houellebecq. Plus de 700 romans sont prévus pour cette année 2010. Les passionnés ont en effet le choix pour leur lecture. Cette émission va vous présenter des auteurs connus, à succès, d'autres moins connus, et parfois des auteurs qui ne sont pas du tout connus. Ce sera tout au long de la saison. Mais d'abord, deux auteurs, deux femmes connues. Claudie Galley. Elle fréquente peu les médias, Claudie Galley. Chez Actes Sud, L'amour est une île. Est-ce qu'elle va renouveler le triomphe des déferlantes? Mais peu importe, écrire, c'est sa passion, et c'est sa passion qui la rend heureuse. Eliette Abécassis, chez Albin Michel, une affaire conjugale. Elle aime raconter en détail et en fiction ce qui lui arrive, cette fois vrai ou faux, le divorce. En deux phrases, je situe ce que dit Eliette Abécassis. Il faudrait commencer par divorcer et se marier ensuite. C'est une idée, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le mariage Je connais quelqu'un qui l'a fait. Oui. C'est-à-dire qui a divorcé et qui ensuite a revécu avec la même femme. Ah oui. Vraiment. Il était courageux ou à cette fois-là, il la comprenait bien? Mais il a senti il se comprenait bien? Non, il a senti que c'était le mariage en lui-même, le lien en lui-même qui n'allait pas, que la femme allait, mais que le... Voilà. Et Eliette Abécassis dit aussi, le mariage c'est une histoire de bâtiment plus que de sentiments. La mairie, la maternité, le tribunal. Bon, c'est une thèse qui progresse, mais on va lui rappeler que pour réussir un couple, il faut être deux. Hein? Michel Houellebecq, votre présence parmi nous à la Bibliothèque Médicis est bienvenue. Je pense qu'il paraît que vous connaissez l'émission. Oui, je connais la chaîne, hein, je l'ai découverte depuis peu et j'aime beaucoup. Oui. Ah oui, c'est vraiment ma chaîne préférée maintenant. Ah ouais? Qu'est-ce que vous y trouvez alors? C'est une espèce d'engouement, il y a des... des débats, des directs, il y a des débats, puis il y a des... Non, mais il y a des documentaires absolument fascinants sur un collaborationniste des années 30, socialiste, et qui était tellement populaire à Bordeaux qu'il a failli être élu après. Ouais. J'ai oublié son nom. Là encore, vous vous intéressez à l'histoire? Oui, un petit peu. À l'actualité? Objectivement, moins, mais... bon, en fait, j'ai acheté une parabole en juin pour regarder la Coupe du Monde, en gros. Et après la Coupe du Monde, j'ai un petit peu arrêté, mais je me suis fixé sur Public Sénat et je regarde tout ce qui est historique. Je ne sais pas, ça va peut-être me passer. Hein. Regardez aussi les directs. Ah, mais j'ai vu aussi votre émission. Oui, non, mais les directs, parce que c'est intéressant et c'est extrêmement innovant dans cette chaîne. Mais vous faites bien, continuez. Émission, c'est assez rare, je ne vois pas d'autres émissions sur la bande dessinée non plus. Ah, un monde de bulles que nous avions créé avec Jean-Philippe Lefebvre. Donc il y a vraiment des choses. Ouais, vous avez raison, il y en a d'autres. Mais c'est que, contrairement à ce qu'on raconte, vous vous intéressez à votre temps, à l'époque, à l'actualité, même si vous ne la regardez pas dans le détail. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on écrit un livre, à un moment donné, il faut couper tout. C'est-à-dire il faut considérer qu'on en sait assez sur le monde et il faut même éviter aussi de lire de nouveaux livres. On peut relire les anciens, il n'y a pas de problème. Donc il faut arrêter toutes les informations. Alors, après 5 ans, sont publiés, voici la carte. Quand même, le livre Henri Lévy a joué c'était un rôle. Un dialogue confession, tous les deux vous vous sentiez poursuivis, détestés, ennemis publics chez Flammarion et Grasset. 5 ans sans écrire de roman, mais est-ce que ce livre avec BHL a un lien ou une continuité avec le roman? Il y a deux choses. Une chose surtout la plus évidente, mais ça a été une grande surprise pour moi au cours de notre correspondance d'évoquer rapidement mon propre père. Et le thème a travaillé en moi et j'avais vraiment envie de centrer ce roman sur une relation père-fils. Et c'est le cas, le père apparaît, en quelque sorte, il vous a libéré.
Le livre. Le livre de dialogue avec lui. Ben, ça m'a donné envie d'avoir une relation père-fils, une vraie, dans un livre que j'avais